Aujourd'hui, petite réponse à Emmanuel Macron, pour un truc qu'il a dit il y a 4 ans, ça fait vraiment le mec qui a une répartie d'enfer, mais aussi à toutes celles et ceux qui se moquent des écolos en disant la sobriété c'est chiant, c'est le passé, on va pas retourner vivre dans des cavernes, la lampe à huile, blablabla. Il avait dit quoi donc Emmanuel Macron il y a 4 ans? Il avait dit « J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. » Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Et donc, 4 ans plus tard, vous rebondissez sur l'émission et vous lui répondez quoi? Alors là, je lui ai dit de lire un livre. Parce que j'ai vu qu'il avait appelé à lire au Salon du Livre, qu'il était même reparti avec le livre de Salomé Saké, Résister. C'est vrai. Parce qu'on s'attendait pas vraiment à ça. Donc comme il s'ouvre à de nouveaux horizons, je voudrais à mon tour lui suggérer un bouquin. Et ça s'appelle « Au commencement était » de David Graeber et David Wengrow. Et c'est un des livres les plus ébouriffants que j'ai lus ces dernières années. Il y a un passage en particulier qui m'a passionné, où Graeber et Wengrow racontent les premières rencontres entre les Occidentaux et les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Et ils nous révèlent que les brillantes idées des philosophes des Lumières, vous savez, tout ce qui fait la fierté de la France, viennent très certainement des Amérindiens. Allons bon. Pour eux, en fait, ce sont les sauvages qui ont contribué à nous civiliser, et pas l'inverse. D'ailleurs, dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on obligeait des indigènes à vivre avec les Occidentaux, ils trouvaient pas ça formidable du tout. Au contraire, à la première occasion, ils retournaient chez eux. Mais le plus étonnant, c'est que dans le cas inverse, quand des civilisés se retrouvaient au milieu des sauvages, privés de tout ce que la civilisation peut offrir, pour rien au monde, ils ne voulaient revenir. C'est ce que raconte Benjamin Franklin dans une lettre écrite en 1753, et qu'il termine ainsi. On m'a parlé d'un blanc, qu'on avait ainsi ramené chez les siens pour y jouir d'une belle fortune. Il trouva que pour l'administrer, il fallait trop de soins, la laissa à son frère cadet et ne garda pour lui qu'un fusil et une couverture, avec quoi il reprit le chemin du désert. Oui, bon, sauf que Cyril, c'était en 1753, vous l'avez dit. Hein. Effectivement, mais 200 ans plus tard, on observait toujours le même phénomène. Graeber et Wengrow évoquent l'histoire d'Elena Valero, qui est une jeune fille espagnole qui a été enlevée en 1932, elle avait 11 ans. Et après 20 ans à vivre dans la tribu des Yanomami, après s'y être mariée 2 fois, alors qu'elle occupait désormais une position relativement éminente dans la tribu, elle partit en 1956 à la recherche de sa famille biologique. Et elle n'y trouva, dans la civilisation, que tristesse, solitude et parfois la faim, écrivent les auteurs. Alors après quelques temps, et en toute connaissance de cause cette fois, elle décide de retourner chez les sauvages. Et on sait pourquoi ou pas? Certains ont mis en avant la liberté offerte par les sociétés amérindiennes, non seulement sur le plan sexuel, mais pas que, mais aussi dans le sens où ils ne se voyaient plus obligés de suer sang et eau leur vie durant pour acquérir des terres et des biens, écrivent Wengrow et Graeber, qui ont compilé de nombreux témoignages. Et certains de ces témoignages sont poignants, comme celui de James Willard Schultz, qui était un jeune homme blanc, issu d'une famille new-yorkaise aisée, qui s'était marié avec une femme de la Confédération des Pieds Noirs à l'âge de 18 ans, et qui était resté vivre parmi les Pieds Noirs jusqu'à ce qu'il soit parqué dans une réserve. Et il écrit en 1935 « Pourquoi a-t-il fallu que cette existence si simple prenne fin? Pourquoi des essaims de colons sont-ils venus envahir ce merveilleux pays, détroussant ses chefs et pillant tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue? Les Indiens ne connaissaient ni les soucis, ni la faim, ni les besoins d'aucune sorte. Ici, par la fenêtre, à New York donc, j'entends le rugissement de la grande ville, je vois les foules se presser comme attachées à une roue avant le supplice, et je sais qu'il n'y a d'autre issue que la mort. Alors voilà ce que serait la civilisation. Pour ma part, je soutiens qu'il est impossible d'y trouver le bonheur. Seuls les Indiens des plaines savaient ce que signifie le pur contentement et la félicité dont on nous dit qu'il devrait être le but ultime des hommes. Être libéré des besoins, de l'inquiétude, des soucis. Jamais la civilisation ne pourra procurer cela à quiconque, à l'exception d'une toute petite minorité. Tous les témoignages qu'ils ont recueillis évoquent la force des liens sociaux, l'entraide, l'amour, le bonheur, qu'ils ne parvenaient pas à trouver de la même façon chez les Blancs. La sécurité aussi. Chez les Amérindiens, on ne laissait pas l'un des membres de la communauté plonger dans la misère et le dénuement. On tâchait de préserver l'équilibre du groupe entier. Comme le résument Graeber et Wengrow, on sent bien que vivre parmi les indigènes, c'était beaucoup moins barbant que vivre en Occident, dans une ville ou un village, où l'existence se résumait à des longues heures d'activité monotone, répétitive et vide de sens. Alors, quelles conséquences tirer de tout cela? Eh bien, je vous laisse y réfléchir, en retournant travailler pour acquérir terre et biens dans notre belle civilisation.